Un pas a été franchi dans le processus de réforme de l'aménagement du territoire. Le Fonds national de ce secteur, censé assurer la mobilisation des ressources financières, a été doté d'un siège social. L'inauguration du siège de cet établissement public a été faite par le Premier ministre Samalou Kondé. En page internationale, la coopération économique entre l'Afrique et les États-Unis passe essentiellement par l'AGOA. Cette loi américaine qui permet aux pays du continent noir à accroître les échanges commerciaux avec les États-Unis d'Amérique. Bonjour à tous et bienvenue à cette session du Journal de l'économie. Le Fonds national d'aménagement du territoire a désormais une adresse physique en plein centre-ville de Kinshasa, dans la commune de la Gombe. Le siège de cette structure a été inauguré par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé au cours d'une cérémonie sobre mais riche en symboles. Suivez. Créé par décret en décembre 2021, le Fonds national d'aménagement du territoire, FONAT, a désormais une adresse. Son siège social est situé à l'immeuble Orgaman dans la commune de la Gombe. Il a été inauguré ce jeudi par le Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Jean-Michel Samalou Kondé. Cette cérémonie a connu la présence du ministre de tutelle, Maître Guy Luandomboyo, des quelques membres du gouvernement, des députés et sénateurs, du secrétaire général à l'aménagement du territoire et des représentants de l'ONAT et l'ANAT. L'honneur a été accordé au Premier ministre de dévoiler l'enseigne lumineuse placée devant l'immeuble de l'Orgaman, indiquant l'adresse de cette nouvelle structure. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a eu de mots justes pour encourager le ministre d'État de l'aménagement du territoire. Pour nous, c'est important à chaque pas, à chaque instant, d'être à côté de ces institutions que nous devons accompagner. Institution ce jour, Fonds national, qui est cette institution qui doit apporter les moyens de notre politique que nous voulons un peu plus agressif dans ce secteur. C'est aussi pour moi un motif, je vais dire, de satisfaction de voir ce décret 2109 pour être plus précis, qui avait été signé après décision de Conseil de ministres sous la conduite de son Excellence Monsieur le Président de la République, de mettre en place ceci. On est là pour lui souhaiter bon vent, encourager tous les agents qui devront le mettre en œuvre, comme l'a dit le ministre tout à l'heure, de ne ménager aucun effort pour permettre son plein succès. Bien avant, Maître Guy Luandomboyo avait dans son mot salué les efforts du Premier ministre dans la poursuite du processus de la réforme de l'aménagement du territoire. C'est un jour spécial, un jour où nous sommes le membre du gouvernement, nous assistons à la matérialisation de la volonté chef de l'État de changer les choses dans notre secteur et que c'est un motif de fierté. C'est dont nous remercions d'abord le chef de l'État, ensuite le Premier ministre qui, comme vous le savez, il est venu personnellement assister à cette cérémonie, ce qui prouve l'intérêt et l'importance qu'accorde non seulement notre chef suprême, mais aussi le gouvernement de la République pour les questions liées à l'aménagement du territoire. Il faut des moyens pour aménager les territoires. Pour rappel, le FONAT est un établissement public placé sous tutelle du ministère de l'aménagement du territoire. Il a pour mission la mobilisation de ressources financières pour l'élaboration des documents, des stratégies, des outils techniques, de plans d'aménagement du territoire et la mise en œuvre de la politique nationale de l'aménagement du territoire. Il assure également le financement des projets d'aménagement du territoire ainsi que le suivi de leur exécution et il apporte aussi un appui financier aux actes qui participent à la mise en œuvre de la PNAT. Les États-Unis d'Amérique sont très intéressés par le projet de fabrication de batteries électriques en RDC. C'est l'essentiel des échanges que la ministre des Mines, Antoinette Samba, a eu avec José Fernandez, sous-secrétaire d'État chargé de l'économie et de l'environnement. L'homme politique américain appelle par contre Kinshasa à ne pas faire participer à ce grand projet des personnes frappées par les sanctions. Fiston Oléko pour les détails. Il s'agit là des échanges fructueux qui a eu lieu ce 10 août entre la ministre des Mines Antoinette Samba Kalambay et la délégation des officiels américains conduite par José Fernandez, sous-secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'économie et environnement à l'hôtel du gouvernement.
La rencontre a porté sur plusieurs questions du secteur des mines, notamment la sécurité dans le secteur des mines en RDC, le contrat entre la RDC et la Zambie dans la fabrication des batteries électriques et certains contrats miniers. Les États-Unis se disent intéressés par le projet de fabrication des batteries électriques et veulent s'assurer que les personnes frappées par des sanctions n'y participent pas. Nous avons parlé des questions relatives à la coopération entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, essentiellement la question relative au climat des affaires, mais également les ressources minières essentielles qui peuvent aider au développement des batteries électriques, par exemple. Et donc, on a eu une réunion très productive avec espoir que nous allons pouvoir nous revoir avec mon homologue, la ministre des Mines, à l'avenir pour mettre au point toutes ces questions et finaliser notre projet de coopération. Antoine Tsamba a pour sa part indiqué que le projet de fabrication de batteries électriques est porté par le ministère de l'Industrie. Son portefeuille n'intervient que dans les minéraux qui entrent dans la fabrication, entre autres le cobalt et le lithium. En outre, le numéro 1 du secteur minier a sollicité l'accompagnement des États-Unis d'Amérique dans la formation des inspecteurs miniers, la politique de négociation des contrats miniers, la protection de l'environnement minier tel que prévu dans le MOU signé au mois de mars dernier aux États-Unis, ainsi que la lutte contre la contrebande et la fraude minière. Antoine Tsamba a par ailleurs invité les hommes d'affaires américains à venir investir dans le secteur minier en RDC, notamment dans la recherche des nouveaux gisements, la création des raffineries pour la transformation locale des minerais pour que ces derniers profitent aux Congolais dans des partenariats gagnant-gagnant. La Société nationale d'électricité fait recours aux autorités politiques pour prendre des mesures idoines afin de l'aider à sécuriser ses équipements dans la province du Lualaba. Ces équipements qui font l'objet de vols et d'actes de vandalisme. Ces actes qui sont perpétrés par des personnes non autrement identifiées. Suivez ce reportage. La province du Lualaba est réputée dans cette mauvaise pratique. Les lignes haute tension 120 kV, Luilu 1 et Luilu 2, permettant l'alimentation des usines de la société Kamoto Coppers Company à partir du répartiteur ouest, sont hors réseau suite aux actes de vandalisme perpétrés par des inciviques non autrement identifiés. Les pylônes numéro 4 et 5 de la ligne Luilu 2 sont tombés. Les 6 épanchés et autres fragilisés. Nous sommes là à Kolwezi, dans la cité de Tchala, commune de Dilala. Après ces sabotages, les pays enregistrent donc des pertes économiques énormes. Les abonnés SNEL éprouvent d'énormes difficultés pour la production. La population est plongée dans le noir, des délestages et autres. Les tableaux est donc moins reluisant. Si les actes continuent et que les clients n'est pas alimenté, il y a des conséquences sur le moyen financier que la SNEL devra encore mettre dépenser pour non seulement réhabiliter la ligne, mais continuer le processus de remplacement de conducteurs en cuivre par les conducteurs en aluminium. Il y aura des conséquences sur le plan économique, parce que le pays attend des redevances, le pays attend que ces entreprises produisent et payent l'impôt. Mais s'ils ne produisent pas, c'est des manques à gagner pour l'État congolais. Et c'est toute la communauté congolaise qui va subir ces conséquences. Des tonnes de débris des conducteurs électriques en cuivre volés, cornières et isolants sont entreposés dans l'enceinte des installations de la division post-ligne Kolwezi pour la sécurité. On y trouve aussi des tourets, des conducteurs électriques en aluminium qui servent au remplacement progressif de ceux en cuivre dans la province du Lualaba. Le Bureau central de coordination BCECO vient de signer 2 contrats pour la réhabilitation et la modernisation de la voirie urbaine et de quelques bâtiments administratifs de Kananga dans la province du Kasaï central. Le premier contrat a été conclu avec la société Safrimex et le deuxième, c'était avec la société Towa Investment. La signature de ces 2 contrats est intervenue jeudi 11 août dernier en présence du gouverneur John Kabea du Kasaï central et du conseiller principal du chef de l'État en matière des infrastructures, David Moukeba. Jojo Moulamba, Gisèle Malamba et Orman Santou.
L'œil vigilant du gouverneur de la province du Kasaï central, John Kabeya Chikayi, que 2 contrats ont été signés entre le Bureau central de coordination et le BCECO et la société Investissement d'autre part. Ces 2 contrats marquent l'aboutissement du processus pour la modernisation et la réhabilitation de la voirie de Kananga et ses bâtiments administratifs. La première entreprise se charge de 40 km de la voirie urbaine ainsi que de bâtiments administratifs pour un coût de 85 millions de dollars américains, alors que la seconde exécutera 39 km estimés à 51 millions de dollars américains. Faisant suite à la mission que la province avait confiée au BCECO, nous avons amené les 2 entreprises qui ont été sélectionnées pour moderniser la voirie urbaine dans la ville de Kananga. Il s'agit de Safrimex, mais également de Toa Consort. Nous venons de signer le contrat devant son Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï central avec ces 2 entreprises. Et ici, justement, pour montrer que c'est la réalité, nous vous présentons les équipements amenés déjà par Safrimex. Ça, c'est le premier lot des équipements Safrimex. Les autres vont suivre dans les jours qui viennent. Mais je crois aussi dans les jours qui viennent aussi, Toa Consort va aussi acheminer ces équipements à Kananga. Les débuts de travaux est prévu pour la fin de ces mois d'août et ces travaux prendront 36 mois. Bien avant cette signature, le directeur général du BCECO, Jean-Mabi Mulumba, s'est entretenu avec le gouverneur John Kabeya Chikayi en présence du conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures, David Moukeba, venu accompagner la réalisation de ces projets initiés par le président de la République, Félix Tshisekedi. Bien sûr, tout ce qui s'est fait, ça s'est fait au nom et pour le compte du chef de l'État. C'est lui qui est le comptable, n'est-ce pas, à la fin de toute chose. Notre présence ici justifie, n'est-ce pas, l'accompagnement, si vous voulez, de la vision du chef de l'État qui est portée par les différentes institutions. Et pour le cas d'espèce ici, c'est le BCECO qui est en train de reprendre, si vous voulez, des projets importants qui vont offrir un envol vers le développement à la province du Kasaï central, une province qui a été de tout le temps oubliée, mais que le chef de l'État voudrait, n'est-ce pas, redonner de l'espoir. Rappelons que tous ces travaux seront financés par la province du Kasaï central dans le cadre de son budget d'investissement. Mesdames et messieurs, place à présent à la page internationale. La coopération économique entre l'Afrique et les États-Unis d'Amérique passe essentiellement par le cadre de l'AGOA, la loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique, une loi américaine qui permet aux pays de l'Afrique au sud du Sahara d'exporter sur le marché américain sans droit de douane, avec de nombreux mouvements suscités par les nouveaux partenaires tels que la Chine, le Brésil et l'Inde. Des initiatives comme Prosper Africa, une autre initiative du gouvernement américain visant à renforcer le commerce et les investissements entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique, fait office d'offensive. La coopération entre l'Afrique et les États-Unis se matérialise à travers plusieurs domaines. L'initiative Prosper Africa mobilise des services et des ressources de l'ensemble du gouvernement américain pour donner aux entreprises et aux investisseurs des informations sur le marché, un soutien aux transactions, des opportunités de financement et des solutions pour renforcer le climat des affaires. Des affaires que les États-Unis entendent davantage multiplier ces prochaines années en direction du continent africain. Nous avons aussi des domaines liés au climat, à la promotion de l'utilisation des énergies renouvelables. Il y a actuellement beaucoup de discussions sur l'agriculture dans laquelle le gouvernement américain compte investir, favorisant ainsi des partenariats entre le secteur privé. Dans le document intitulé « Stratégie américaine envers l'Afrique subsaharienne », 4 objectifs pour 5 ans sont détaillés, parmi lesquels travailler les opportunités économiques, soutenir la préservation et l'adaptation au climat et une transition énergétique juste. Un sommet américano-africain est prévu le 13 décembre 2022 à Washington pour accélérer l'implémentation de cette feuille de route. Au sein de Prosper Africa, nous misons sur d'énormes opportunités dans plusieurs domaines. Nous avons notamment le domaine de la technologie numérique, où nous comptons augmenter l'accès à la finance et aux services numériques. Nous voyons également beaucoup d'opportunités dans les soins de santé, notamment dans le renforcement de la fabrication et des systèmes locaux.
Les nations africaines jouent un rôle important dans l'économie mondiale, avec certaines des économies à la croissance la plus rapide du monde et une population jeune, en croissance et en urbanisation rapide. Les États-Unis, à leur tour, offrent une large base de consommateurs, les marchés de capitaux les plus profonds du monde et un engagement envers la création d'emplois, la transparence et la responsabilité sociale. Parlons à présent de la sécheresse et l'inflation qui plombe l'agriculture au royaume chérifien. Le Maroc connaît aujourd'hui un taux de 29,7% de remplissage moyen national de grands barrages jusqu'à la mi-juillet de cette année, ce qui n'a pas été le cas à la même période de l'année dernière où le taux était de 45,2%. Suivez ce reportage de nos confrères d'Africa News. Le Maroc fait face à une 4e année consécutive de faibles précipitations. Conséquence, le taux de remplissage moyen national de grands barrages dans le pays n'était que de 29,2% jusqu'à la mi-juillet, contre 45,2% dans la même période l'année dernière. Cette année, il y a eu la sécheresse. Il n'y a pas eu de production agricole, l'eau faisant défaut. Les quantités disponibles sont très insuffisantes. Pas facile de travailler. La faible pluviométrie n'est pas l'unique épine dans les pieds des agriculteurs marocains. Ils subissent aussi les affres de l'inflation. Les prix des aliments pour animaux et des engrais ont doublé. Et quand nous demandons les raisons, on nous parle de l'augmentation des prix du carburant. Le kilo d'engrais est passé de 3,5 dirhams à 6 dirhams. Les vendeurs d'aliments pour animaux avancent les mêmes raisons. Nous ne pouvons plus tolérer cette situation. Choc climatique et hausses mondiaux des prix mettent en évidence la vulnérabilité de l'économie du pays, d'où la nécessité d'une solution durable. La sécheresse au Maroc a toujours été considérée comme un problème circonstanciel, mais c'est un problème structurel et aujourd'hui, il est nécessaire de le traiter en conséquence. Nous avons vu ce qui s'est passé récemment en termes de stress hydrique, ainsi que la courbe négative du marché international du blé. Bien que les prix soient récemment revenus à leur niveau normal, cela confirme qu'il est nécessaire, dans les plus brefs délais, de traiter cette crise de manière sérieuse et structurelle. Pendant ce temps, selon l'agence de planification du royaume chérifien, l'inflation a atteint 7,2% en juin, l'un des niveaux les plus élevés depuis 2008. Nous avons remarqué une augmentation des prix, par exemple ceux du carburant, et cela nous rend malades. Il y a beaucoup de pression et le pouvoir d'achat du citoyen est faible. Il est très faible. Rabat a débloqué une enveloppe d'1 milliard de dollars pour aider les agriculteurs touchés par la sécheresse. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi, mais avant de le boucler complètement, place au rappel des titres. Un pas a été franchi dans le processus de réforme de l'aménagement du territoire. Le Fonds national de ce secteur, censé assurer la mobilisation des ressources financières, a été doté d'un siège social. L'inauguration du siège de cet établissement public a été faite par le Premier ministre Samalou Koundé. En page internationale, la coopération économique entre l'Afrique et les États-Unis d'Amérique passe essentiellement par l'AGOA, cette loi américaine qui permet aux pays du continent noir à accroître les échanges commerciaux avec les États-Unis d'Amérique. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Géopolis Télévision.